La deuxième table ronde, la session de l'après-midi concernant la performance du secteur public, par les imminents intervenants que vous avez certainement écoutés. Lorsqu'on a débuté la réflexion concernant le forum de cette année de la TUJ, en association bien sûr, et je tiens par la même occasion à remercier la TUJ de nous avoir associés dans la réflexion, et particulièrement M. Walid Kalboussi ici présent. L'un des thèmes qu'on a quelque part sous-estimé était la table ronde concernant la performance dans le secteur public. Sous-estimé dans quel sens? Dans le sens où on a, lorsqu'on débattait de la question dans les différentes réunions de préparation, les problèmes étaient pour nous très clairs. Mais lorsqu'on est arrivé à préparer ou à finaliser le programme, les difficultés commençaient à apparaître. Comment articuler, comment débattre, comment aboutir à quelque chose de positif concernant ce thème-là? Comment pousser vers le mieux et inciter l'État à quelque part introduire ou améliorer sa performance et les entreprises par la même occasion, publiques par la même occasion. Bon, comme vous le savez, là, sincèrement, et de par mon expérience personnelle, lorsque je réfléchissais à ce sujet, performance et secteur public, avec les jours, commençaient à apparaître deux mots qui ne pouvaient pas coller dans le contexte actuel, du moins. Mais aussi par mon expérience de contrôleur et d'auditeur dans les entreprises publiques, les difficultés s'articulaient encore plus. Et je sentais de plus en plus la difficulté de distinguer ou de parler de performance dans les secteurs publics. Mais quand même, je sais très bien et pertinemment, de par les présents ici, que des efforts sont en train d'être faits et sont déjà faits concernant l'introduction de la notion de performance et de gestion par les résultats dans le secteur public et notamment les entreprises publiques. Pour cela, aujourd'hui, on a invité, et la TUJ a invité, je commence par ma droite, Madame Naourez Bentisha, qui est experte en gestion par les résultats et chef service au ministère des Finances chargé de l'unité d'introduction de la gestion par objectif ou le budget par objectif. Monsieur Abdelrahman Khouchteli insiste aussi à le présenter comme ancien directeur de cette unité et expert en matière de gestion par objectif, et je le présente aujourd'hui comme directeur général des douanes tunisiennes. L'Aqid Lefi est ici aussi présent parce qu'on a voulu commencer par débattre la notion en général de la performance et passer par quelques exemples qui nous semblaient pertinents en matière de performance et qui avançaient en Tunisie en matière d'instauration de systèmes de performance, notamment les douanes tunisiennes qui ont vu passer maintes réformes et qui préparent aujourd'hui une nouvelle réforme concernant ce thème-là et l'introduction de performance. Et je finis par la présentation par Madame Enissa, professeure Enissa Benhassine, qui débutera les présentations par une interpellation intellectuelle globale concernant ce thème-là, pour susciter ensuite, bien sûr, les débats de la salle concernant des sujets particuliers tels que la gestion par objectif et la réforme des douanes. Madame Enissa, les paroles est à vous. Merci à tous pour votre présence. Alors, je n'ai pas l'habitude de présenter assise. Bon, je vais essayer de m'adapter. Je voudrais commencer donc justement par une réflexion un peu générale, juste pour dire pourquoi est-ce qu'on parle de résultats, pourquoi est-ce qu'on veut mesurer des résultats. Parce que bon, si on ne peut pas mesurer des résultats, c'est qu'on ne peut pas distinguer un succès d'un échec. Et si on n'arrive pas à définir un succès, on ne peut pas le récompenser. Et si on ne récompense pas un succès, c'est que forcément on va récompenser un échec quelque part. Donc ça, c'est juste pour débuter. Donc si je commence par le contexte donc, de la gestion par résultat dans le secteur public,
C'est connu comme étant dans le secteur privé surtout. Alors dans le secteur public, ce qu'on voit actuellement, le mot qui peut résumer, un peu caractériser les secteurs publics dans le monde, c'est un peu une hybridation. Alors hybridation d'abord de quoi? Des modes de fonctionnement des États. Il y avait des modes de fonctionnement classiques que nous connaissons tous, bureaucratiques, les modèles weberiens. Après, on a vu dans les années 80, surtout dans les pays anglo-saxons, l'entreprise privée qui était prise comme modèle de référence pour la gestion des États. Après, dans les années 90, on est revenu à de meilleurs sentiments, je dirais, et on est un peu dans des modèles qu'on appelle maintenant néo-weberiens, c'est-à-dire on est dans des modèles bureaucratiques revisités. Parce qu'on a trouvé, quand on a pris trop l'entreprise privée comme référence, on s'est retrouvé avec des situations un peu désastreuses. En Grande-Bretagne, par exemple, on a restructuré les hôpitaux et du coup, on a, par exemple, licencié en masse des infirmières. On leur a donné la retraite anticipée, mais du coup, c'était ces infirmières-là qui avaient le savoir-faire des hôpitaux. Et donc, du coup, l'efficacité des hôpitaux a diminué alors que l'efficience s'est améliorée. Donc, quelque part, on s'est dit, c'est pas vraiment l'entreprise privée qui doit être prise comme modèle, mais c'est une source d'inspiration actuellement. C'est comme ça qu'on la considère. Alors, il y a aussi une hybridation des valeurs. Alors il y a les valeurs traditionnelles classiques du service public, l'intérêt général, l'équité, la justice, tout ça. Mais on remarque de nouvelles valeurs aussi dans le secteur public qui sont justement la performance. Et c'est assez nouveau qu'on parle dans le secteur public de ces notions-là de performance. Il y a aussi une hybridation des légitimités, c'est-à-dire le secteur public tire sa légitimité un peu de légitimité juridique, légale, de la Constitution même. C'est à l'État d'assurer, de garantir la santé, l'éducation, le transport, tout ça. Mais là, on remarque de plus en plus que cette légitimité légale ne suffit plus à garantir l'existence de l'État et qu'il doit justifier son existence par une légitimité économique aussi. On a vu, par exemple, avec la crise qui s'est passée avec la télévision tunisienne, beaucoup de gens disaient c'est vrai que c'est un droit à l'information. C'est pour ça qu'on a une télévision publique, mais beaucoup de gens disaient, est-ce qu'on a besoin de le faire d'une manière par le public? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux privatiser? Pourquoi avoir ce service public? Ça nous coûte beaucoup d'argent. Donc il n'y a plus que cette légitimité légale et juridique, mais aussi il faut justifier son existence par une légitimité économique et donc d'avoir des recettes publicitaires, par exemple, pour assurer son fonctionnement. Donc tout ça est un peu nouveau et ça a un impact sur les compétences des managers publics qui avaient des compétences plutôt procédurales, appliquer les procédures, les règlements, les circulaires, tout ça. Maintenant, on demande aux managers publics aussi certaines compétences entrepreneuriales, de la prise d'initiative, l'utilisation d'éthique, de la réactivité, de la capacité d'adaptation. Et tout ça, c'est très nouveau pour les managers publics. Alors ça, c'est le contexte. Il se caractérise aussi par beaucoup d'évolutions, de changements, de ruptures. Tout ça, hein, c'est dans le monde qu'on observe un peu toutes ces choses-là. Si on veut faire de la gestion par résultat. Alors ce qui change aussi, c'est qu'avant, il y avait une séparation politique-administration et que maintenant, il y a plutôt une complexité de relations. On parle d'une complexité de relations entre politique et administrateurs publics. C'est-à-dire avant, si on schématise, les politiques décidées et les administrateurs publics ou appliqués. Maintenant, on voit si on va faire de la gestion par résultat. Les résultats, déjà, c'est de la gestion. C'est une notion de management. Et les politiques ne sont pas très habilités à identifier, à mettre en œuvre des résultats, à les gérer, à évaluer des politiques publiques, à mettre en place des mesures correctives. Tout ça, c'est un langage de gestionnaire. Et donc, pour que les politiques puissent mettre en œuvre cette gestion par résultat dans le secteur public, ils ont besoin des gestionnaires, donc des managers publics. Donc, on ne peut pas plus dire qu'il y a une séparation, comme disait un peu Weber, comme disait Wilson aussi, mais que c'est plutôt des relations de coopération. Ces deux types d'acteurs doivent coopérer ensemble, mais vous imaginez que ce n'est pas toujours évident, qu'il y a évidemment des conflits et des tensions qui se passent entre ces deux types d'acteurs qui ont des intérêts évidemment très différents. Les uns, leurs intérêts, c'est d'être élus et réélus. Les autres, c'est plus des intérêts de promotion, d'amélioration de leur rémunération. Donc ça change. Ce qui change aussi, évidemment, il faudrait qu'on passe d'une fonction publique de carrière, qui est notre système actuel en Tunisie, qui est le système francophone aussi, c'est-à-dire une stabilité de l'emploi, une évolution dans la hiérarchie selon essentiellement l'ancienneté, les grades, les catégories, vers une contractualisation de la fonction publique. C'est-à-dire ces managers publics qui vont arriver à avoir des résultats performants, on va aller les chercher, je dirais, non seulement dans le secteur public, mais dans le privé, mais partout dans le monde aussi, pour essayer d'avoir les meilleurs résultats. Et les politiques seront obligés d'avoir ça s'ils veulent être élus et réélus. Ils doivent trouver les meilleurs managers. Et ces meilleurs managers ne se retrouveront pas forcément dans la fonction publique, ni dans le ministère où ils sont, ce qui est actuellement notre mode de fonctionnement en silo. C'est dans le même ministère qu'on fait toute sa carrière d'une manière générale, sauf exception.
Il y a aussi, bien sûr, les structures centralisées, hiérarchisées, les mammouths, là, qu'on appelait nos ministères. Nous sommes en train de passer plutôt vers des structures légères, décentralisées, et plutôt le mode agence publique. Il y a bien sûr aussi la transparence, l'imputabilité, la participation. Donc là, voilà le contexte dans lequel on doit se trouver si on veut faire de la GPR. On ne peut plus continuer comme avant. Alors le modèle de la gestion par résultat, alors il commence par le citoyen, par une participation du peuple. Donc c'est le peuple qui va exprimer un peu des demandes. Il exprime des demandes à des politiques. Alors ces politiques en échange vont faire des promesses, vont transformer les demandes en vœux du pain. Donc nous on va vous donner du travail, on va améliorer votre vie, tout ça. Mais après, une fois ils ont fait ces promesses, ils vont aller vers les managers publics pour essayer de leur dire, essayer de transformer les promesses que nous avons faites en programme d'action, en plan d'action, en stratégie, en plan annuel, tout ça. Ça va être fait, réalisé après, donc par des structures décentralisées, légères, gérées par des managers, justement, qu'il faudra trouver pour réaliser ces plans-là. Et là, ces managers-là publics, on va les responsabiliser. Et ça, c'est le deuxième mot-clé de la gestion par résultat. Responsabilisation des managers publics, c'est-à-dire autonomie de ces agences et de ces structures. Avec tout ça, on va faire des produits, des services. Là, on a des routes qui vont atteindre les objectifs demandés donc, par les citoyens. Avec aussi un autre mot-clé qui est l'efficience, avec une meilleure utilisation possible des ressources mises à la disposition. Alors le dernier facteur, c'est l'imputabilité. Ce qui est nouveau, c'est que ces managers vont être imputables, c'est-à-dire qu'ils ont l'obligation de rendre compte, non seulement à leur hiérarchie, ce qui était traditionnel avec les ministres, mais aussi une imputabilité externe, c'est-à-dire vis-à-vis des parlements, vis-à-vis de certaines commissions parlementaires. C'est-à-dire qu'on voit dans les pays où il y a une GPR, les managers publics, voilà, les PDG des agences, rendre compte directement à l'Assemblée nationale des résultats qu'ils ont atteints. Il n'y a plus seulement que les ministres qui sont imputables vis-à-vis de l'Assemblée nationale, mais aussi les managers publics. Et c'est là qu'il va y avoir vraiment les contre-pouvoirs vont jouer, parce que les gens de l'opposition vont essayer de trouver des failles dans le fonctionnement des administrations publiques, des organisations publiques, et vont essayer de demander des comptes. Et vraiment, ça fonctionne. C'est un élément essentiel, cette imputabilité externe. Donc voilà, si on résume un peu, c'est les mots-clés participation citoyenne des citoyens, l'imputabilité, l'efficacité, l'efficience et la responsabilisation. Alors si on rentre un peu dans le côté gouvernance publique, si on prend un peu de recul, on voit que la gouvernance publique, c'est quoi? Il y a des valeurs. Nous avons par exemple des valeurs, la démocratie, les droits de l'homme, l'équité. Ces valeurs-là, on va essayer de les mettre en œuvre dans des organisations, dans des ministères, des municipalités, des instances indépendantes. Si on dit notre valeur c'est les droits de l'homme, alors on va créer un ministère des droits de l'homme. Si on dit la séparation des pouvoirs, alors on va créer des tribunaux indépendants, etc. On va créer des instances indépendantes. Après, on va créer des modes de gestion, c'est-à-dire toutes ces organisations, ou bien on va les gérer en PPP, on peut les gérer d'une manière traditionnelle sous forme bureaucratique, par projet, par résultat, et enfin on va utiliser des outils. Ces outils, ça peut être le TIC, les contrats de gestion, les indicateurs de résultats. Alors, ce que dit la GPR, elle a une mode c'est de la réforme, hein. On est dans le domaine de la réforme de l'État. Il y a deux manières de réformer l'État, ou bien on commence par le haut, ce que nous sommes en train de faire en Tunisie, on refait tout, la constitution, nouvelles valeurs, tout ça, et puis après on construit des organisations, on commence à descendre. L'originalité de la GPR, c'est de commencer par le bas, justement. Ce qu'on change, c'est la manière de faire fonctionner l'État. Et on pense que là, c'est plus facile, parce qu'on ne touche pas aux choix publics, on ne touche pas aux politiques publiques, mais on touche juste à leur mode de fonctionnement, à la manière dont c'est opérationnalisé, dont c'est mesuré. Donc c'est un peu l'originalité de la GPR. On change juste la manière dont les gens raisonnent, dont les gens travaillent. Et c'est avec ça qu'ils vont se retrouver de toute façon obligés de faire changer les organisations et les valeurs. Mais c'est une organisation un peu... c'est un changement implicite. Donc ça, c'est les caractéristiques. Si on rentre juste un peu dans le côté juste technique de la GPR, pas trop, si on rapproche un peu l'organisation publique d'une organisation privée, en disant, dans une organisation publique, j'ai des intrants, des ressources, j'ai un processus, j'ai des extrants et j'ai des effets. C'est-à-dire, si je prends l'exemple d'une école, les intrants, les ressources, c'est les enseignants, c'est le matériel, c'est les bâtiments, c'est les bureaux. Après, j'ai un processus, j'ai des actes d'apprentissage, j'ai des méthodes pédagogiques. Après, j'ai des extrants qui sont les élèves, les diplômés. Et après, j'ai les effets. Les effets, c'est-à-dire, j'ai un taux de diplôme. J'ai un taux d'élèves qui ont eu le 6e, qui ont eu la 9e, qui ont eu le bac.
j'ai un taux de chômage qui va diminuer. Parce que l'effet, c'est vrai que j'ai eu des élèves qui sont instruits. Oui, mais qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Il faut que j'ai des effets sur la communauté. Et c'est là la spécificité du secteur public qui ne se retrouve pas dans le privé. Dans le privé, on s'arrêterait à extrant. J'ai produit tant de produits et services, ce qui m'a fait gagner tant d'argent. Mais après, dans le service public, tout ça ne suffit pas. Après, il faut avoir un bénéfice pour la communauté. Si dans ma région, par exemple, parce que quand on parle élus, c'est élus locaux, régionaux et nationaux, si dans ma région, j'ai plus de diplômés que dans une autre région, je vais pouvoir attirer plus d'investisseurs. Et donc, ma région sera, c'est le taux d'attractivité économique, ça va être un indicateur d'outcome, mais pas d'output. C'est-à-dire les outputs ne sont pas une fin en soi dans le secteur public. Si je prends l'exemple, par exemple, des policiers, à un certain moment en France, le résultat, c'était qu'il fallait avoir tant de verbalisations. Mais l'objectif n'est pas le nombre de verbalisations. C'est que ce nombre de verbalisations va permettre de diminuer les accidents de la route. C'est ça, en fait, l'objectif final. Et là, il faut vraiment faire attention à ça, parce que parfois, on augmente les résultats, mais on n'améliore pas le bénéfice à la communauté. Alors que c'est ça la finalité, et c'est la spécificité du secteur public. Donc, qu'est-ce qu'on va mesurer? Donc, dans ce processus, on peut mesurer 4 choses. On peut mesurer de la quantité, du nombre, on peut voir combien ça coûte, on peut voir le temps, on peut voir la qualité. Ce qui est plus difficile à mesurer la qualité, parce que c'est une mesure qualitative. Alors, si je reprends l'exemple d'une école, la qualité, je peux voir combien j'ai d'enseignants dans une école. Je peux mesurer ce résultat-là, et l'évolution du nombre d'enseignants, c'est des indicateurs très faciles. En tout cas, ils sont très utilisés actuellement. Le nombre d'enseignants, le nombre d'ouvrages qu'on a imprimés cette année pour faire face à la rentrée scolaire. Dans un hôpital, c'est le nombre de médecins, c'est le nombre de personnel paramédical. Donc ça, c'est la quantité. Mais ça ne suffit pas, la quantité. Il faut savoir ces enseignants, combien ils nous coûtent, quel est le salaire de tous les enseignants de cette école pour voir le coût de fonctionnement d'une école, et d'essayer d'avoir des résultats par rapport à ça, et d'essayer de diminuer le coût de fonctionnement. Et là, on va essayer de voir, est-ce qu'on va réduire les effectifs, est-ce qu'on va faire appel à des contractuels. Donc après, ça sera des plans d'action. Mais encore faut-il mesurer des résultats. Le temps, combien de volume horaire, c'est un débat. Combien travaillent les enseignants, combien ils doivent travailler, c'est à chaque fois un débat. Et puis, quelle est la satisfaction? Et là, on va faire une enquête auprès des parents des élèves, par exemple, pour dire, bon, nous avons mis à la disposition de vos enfants tant de profs qui sont payés tant et qui restent tant dans l'école. Est-ce que vous êtes satisfait ou pas? On va faire un questionnaire et on va voir. Donc, c'est la même chose. Après, dans le processus, on a des méthodes pédagogiques. Qu'est-ce qu'on utilise comme méthode pédagogique? Ça peut être un résultat qu'on va essayer de mesurer. Combien ça nous coûte, ces méthodes-là? Les rythmes scolaires, c'est aussi un débat. Est-ce qu'on doit avoir une semaine de 6 heures, ou une semaine de 6 jours ou de 5 jours? On peut donc avoir des résultats par rapport à la durée et par rapport aussi à la satisfaction des prestations scolaires. Donc on peut demander aux élèves, aux parents d'élèves, est-ce que vous êtes satisfait du fonctionnement de votre école ou pas? Donc là, etc. Donc bon, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais c'est juste pour dire, c'est assez technique la gestion par résultat. Donc je voudrais juste parler de certaines expériences internationales. La plus connue dans la gestion par résultat, c'est la Grande-Bretagne. Alors là, les réflexions ont commencé dans les années 60. Le premier rapport est sorti en 68, mais ce n'est que au cours du gouvernement de Thatcher qu'on a vu le rapport, là, le programme Improvement Management in Government, qui est plus connu sous le nom Next Steps, qui a mis vraiment, c'est la réforme là de l'administration publique britannique. Ça a commencé en 87, et en 91, il y a eu un peu la charte du citoyen, c'est-à-dire chaque manager public a fait un ensemble d'engagements vis-à-vis des citoyens de certains résultats qu'il allait atteindre. Donc là, c'était la transparence, première administration publique qui était vraiment complètement transparente, où tout citoyen pouvait avoir toutes les informations des ministères. Et puis en 92, la réforme du Civil Service Act, qui est un peu l'équivalent du statut de notre fonction publique, et dans tous les pays, en tout cas, qui ont mis une réforme de l'État, on est à chaque fois passé par une réforme du statut de la fonction publique, parce qu'évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, si on va attirer les meilleurs managers publics, il faut vraiment qu'on change la manière de les rémunérer, de les récompenser et de reconnaître leur effort. Ce qui caractérise un peu le modèle de la Grande-Bretagne et tous les modèles après qui ont suivi, c'est un peu une progressivité. Ce n'est pas du jour au lendemain. La première année, il y a eu, et c'est les agences, hein, c'est la création des agences. La première année, on a créé juste, donc en 87, 3 agences, après 10 agences, après 20 agences, après ça a été une augmentation exponentielle. Mais c'était assez progressif avec à chaque fois, bien sûr, une évaluation de ce qui s'est fait. Alors le deuxième modèle qui est très connu en matière de gestion par résultat, c'est la Nouvelle-Zélande.
paradoxalement. Alors, chaque pays était très spécifique. Les raisons qui ont poussé chaque pays à réformer son État étaient très spécifiques. Mais ce qu'on voit comme constante, c'est la constante des réformes elles-mêmes. Toutes les réformes prenaient comme modèle d'inspiration l'entreprise privée, la gestion par résultat, la recherche de la performance, de l'efficacité, de l'efficience. Mais chaque pays était très différent. Dans le cas de la Nouvelle-Zélande, c'est lorsque la Grande-Bretagne s'est un peu éloignée de la Nouvelle-Zélande et qu'elle s'est plus rapprochée à l'économie européenne que l'économie de la Nouvelle-Zélande a eu des problèmes et qu'il y a eu des déficits budgétaires importants dans le secteur public néo-zélandais qui les a obligés à réformer un peu leur secteur public. Donc c'est assez spécifique comme situation, ce qui fait qu'il a commencé à y avoir des réflexions dès les années 70 sur comment on réforme notre État, comment on le réduit, comment surtout on améliore son fonctionnement. Et la première réforme, c'était en 86, réforme de l'administration publique, avec là, c'était très original, 3 agences centrales, chacune spécialisée, l'une spécialisée dans la conception des politiques publiques, l'autre dans la mise en œuvre des politiques publiques et l'autre dans la gestion budgétaire. Donc ils ont séparé en 3 agences centrales, avec à chaque fois des agences diversifiées, décentralisées. Ils ont nommé ce qu'ils appellent des chief executives à la tête de ces agences-là, Crown Agencies, des agences de la couronne, à la tête, donc c'est des unités autonomes de gestion, c'est des agences. Bien sûr, là aussi, il y a eu une réforme du cadre législatif qui a été opérée. Donc, on ne peut pas ne pas parler des USA, hein, du modèle, donc qu'est-ce qui se fait dans l'administration américaine, bien que paradoxalement, l'administration américaine n'est pas le meilleur modèle en matière de réforme, en tout cas paradoxalement, mais on peut le comprendre facilement si on voit un peu ce qui s'est passé. Début des années 60, il y a eu quelques tentatives de réforme, mais après ça a été un peu abandonné, et parce que le modèle de l'administration américaine a surtout été basé sur des privatisations. À chaque fois qu'on voyait que ça ne marchait pas au niveau de certaines administrations publiques ou certaines entreprises publiques américaines, ben on privatisait. Donc il n'y avait pas vraiment de réflexion sur comment on réforme l'État de l'intérieur, mais plutôt on se débarrasse de cette partie-là publique et on la transforme en privé. C'était ça plutôt la solution. Et puis il y avait une plus faible conscience de la gravité des déficits, bien sûr aux États-Unis, puisque c'est les États-Unis, que dans d'autres pays dont l'économie est moins puissante. Mais quand même, donc il a fallu attendre 93 et paradoxalement un gouvernement de gauche pour voir une réforme là de l'État avec le rapport Gore. GPRA, donc là ça a commencé, c'est mis en œuvre, mais quand même en retard par rapport aux autres expériences. Donc juste pour finir, quelques réflexions pour le débat. Il y a des risques, il y a des effets pervers quand même à la GPR, c'est pas la panacée, il y a un risque de managérialisme des organisations publiques, qu'on oublie, qu'on prend trop l'aspect technique, parce que vraiment c'est très technique les indicateurs, en oubliant vraiment à quoi ça va servir à la communauté, au pays, qu'est-ce que ça va apporter. Et ça vraiment il ne faut pas le perdre de vue. Il y a le risque aussi de déresponsabilisation des politiques qui vont mettre en avant les managers publics, dire c'est pas de ma faute, c'est le manager, c'est le PDG de telle agence qui a fait ça, puisque c'est lui qui a contribué à la conception des résultats. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. C'est surtout dans les régimes parlementaires qu'on a trouvé que se développe la GPR, grâce ou à cause de l'imputabilité externe, parce qu'il y a une imputabilité externe vis-à-vis de l'Assemblée nationale, et l'Assemblée nationale est plus puissante dans les régimes parlementaires. C'est pour ça, ça explique entre autres pourquoi aux États-Unis ça n'a pas été aussi développé, et en France bien sûr où c'est développé maintenant avec la LOLF, tout ça, mais il y a le côté plus législatif qui est... on met l'accent plutôt sur le côté législatif plutôt que pratique managériale. Alors en Tunisie, nous avons conduit plusieurs recherches, mais je n'ai pas le temps de les continuer. Si vous voulez, je peux vous communiquer un peu. Nous sommes en train vraiment de faire un peu de recherche depuis la Révolution, que nous, chercheurs universitaires, nous avons eu accès un peu au ministère et à ce qui se passe un peu dans les ministères. Donc il y a quelques recherches qui sont en train d'être faites. Je voudrais juste pour finir dire que contrairement à l'entreprise privée, l'administration publique n'a pas le choix entre disparaître et s'adapter. Elle doit s'adapter. Et s'adapter veut dire, là, comme nous le montrent toutes les expériences internationales, faire une réforme vers plus de gestion par résultat et d'accès sur la performance. Alors, si vous voulez aller plus loin sur ce thème-là, je vous conseille un livre, La gestion intégrée par résultat, qui est le livre de notre collègue qui devait être parmi nous, mais qui n'a pas pu venir, qui est M. Béchir Mazouz, qui est professeur à l'ENAP du Québec, et donc qui a écrit ce livre, Gestion intégrée par résultat, adapté à l'administration publique. Je vous remercie. Il est certes vrai que l'État et son administration, l'appareil exécutif, doit s'adapter à cette nouvelle performance et
à travers votre présentation, il nous semble que ces démos, vous l'avez présenté, la performance, comme un système complexe. Mais les mots qui apparaissent en filigrane tout au long de votre présentation nous semblent, et surtout pour le secteur privé, semblent des mots du quotidien et assez simples à expliquer. Efficacité, efficience, redevabilité de l'administration vers une autorité suprême. Qu'en est-il réellement aujourd'hui en Tunisie? Je cède directement la parole à Madame Naoules Bentisha qui va nous présenter une réforme majeure en Tunisie en quelque sorte. C'est l'introduction de la gestion par objectif au niveau de l'État, au niveau du budget de l'État. Qu'en est-il de cette réforme? Elle est déjà entamée, elle était très bien avancée. Et c'est une réforme qui me semble indispensable pour pouvoir aboutir en fin de processus à une réelle performance pour les entreprises publiques et pour l'appareil administratif en général, l'État et entreprise, administration et entreprises, tous confondus. Vous êtes le meilleur. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Avant tout, je me présente. Je m'appelle Naoules Bentisha, je suis chef de service au ministère des Finances. Aujourd'hui, je vais vous présenter en fait la performance dans le secteur public. Expression vraiment qui peut paraître un petit peu étrange, liée à la performance au secteur public. Bon. Avant tout, je voudrais vous dire que la gestion budgétaire par objectif, en fait, la gare, le New Public Management, ou bien tout ce que vous pouvez appeler pour ces réformes-là, en Tunisie, on a retenu la dénomination GBO, gestion budgétaire par objectif. Donc, on va parler de gestion budgétaire par objectif. On peut la définir comme étant un nouveau mode de gestion des finances publiques en Tunisie, qui repose effectivement sur 3 piliers. La transparence, la participation et la performance. Bon, la transparence, en fait, c'est la transparence quant à l'information divulguée aux citoyens. Que ce soit une information budgétaire, financière, toutes les informations dans le système.